Michel Jarty, hein, le savant spécialiste de Valéry, nous parlait de René Vivien, dont le nom surgit de temps en temps depuis hier, comme la promesse de jouissances interdites. Et voilà. Bien, merci Michel. Alors, je voudrais d'abord rendre hommage à Véronique Schiltz, puisque c'est elle qui a eu l'idée excellente de me suggérer de parler de René Vivien et Salomon Reynac, ou plutôt Salomon Reynac et René Vivien. Donc l'association de ces deux noms, évidemment, est assez improbable, puisque, a priori, tout semble séparer. On a présenté maintenant Salomon de façon assez précise. Tout semble séparer le normalien, ancien élève de l'école d'Athènes, qui a consacré de nombreux travaux à l'archéologie, à l'histoire de l'art et des religions, etc. Ce qui lui a valu donc de devenir membre de l'Académie des inscriptions. Et il est en quelque sorte ici chez lui. Et puis, d'autre part, la poétesse anglaise, donc Pauline Tarn, qui a signé en français, sous le nom de René Vivien, une douzaine de recueils qui ont été republiés chez Régine Desforges. Alors, bon, je ne ferai pas de commentaires sur l'éditeur. Donc, qui a signé sous le nom de René Vivien une douzaine de recueils de factures très régulières, dont le thème central, évidemment, est le saphisme, avant de mourir donc en 1909, âgé seulement de 32 ans. Alors, Reinhardt n'a pas connu, évidemment, René Vivien, mais il s'est pris pour elle une espèce de passion posthume, si vous voulez, qui doit tout au hasard, puisque lui-même l'a raconté. Donc, je reprends exactement le récit qu'il fait de cette histoire. C'est au commencement le désir de voir un vase grec qui le conduit en 1888, donc assez tôt chez la veuve de l'archéologue Charles Belay, où il fait connaissance d'une dame dont j'ignore tout, je dois l'avouer, qui est Charlotte Lessier, également veuve, qui va devenir Madame de la Redorte. Il revoit cette dame de loin en loin, et donc une vingtaine d'années plus tard, en 1910, à une époque où il semble peu aller dans le monde et où il semble refuser beaucoup d'invitations, il rencontre chez elle la baronne de Brimont, qui est la petite nièce de Lamartine, qui va faire paraître en 1924, parmi d'autres textes, un recueil de poèmes psychés qui atteste une inclination au saphisme, comme c'est le cas de beaucoup de poétesses. Nous allons le voir au cours de cette communication. Alors, 4 ans plus tard, donc en 1914, cette René Brimont lui cite des vers simplement de René Vivien, et sur le champ, il se prend de passion pour son œuvre. René de Brimont, à ce moment-là, le conduit chez son amie Nathalie Clifford Barnet, qui a été le premier grand amour de Pauline Tarn, qui a rencontré Nathalie grâce à cette jeune américaine, Violet Chilito, dont parlait Véronique Schiltz ce matin. Et jusqu'à sa mort en 1932, donc, Reynac va fréquenter son salon de la rue Jacob et entretenir avec elle une correspondance qui n'est toujours pas édité, qui se trouve à l'Élysée Doucet, mais dont Hervé Duchesne, ce matin, nous a donné déjà des extraits. Et lorsqu'un jour, Nathalie Barnet évoque devant lui l'idylle saphique de Liane de Pougy, qui est donc un roman à clé où Liane raconte sa liaison avec Nathalie, il lui écrit aussitôt, et elle va devenir donc à son tour une amie, à laquelle il dira, donc, c'est un vase grec que je dois de vous connaître. Alors, à cette date, donc, Liane de Pougy, avec laquelle il va entretenir une correspondance qui, cette fois, a été publiée. Liane de Pougy n'est plus déjà la danseuse des Folies Bergères, rapidement devenue une courtisane extrêmement célèbre. Elle est, depuis 1910, l'épouse très assagie du prince roumain Georges Guica, et elle habite donc à Saint-Germain-en-Laye, à 2 pas du musée des Antiquités nationales dont Reynac est le conservateur. Et c'est une femme de culture, donc, qui s'enorgueillit de l'amitié de Salomon, qui la tient au courant de ses travaux, qui l'entretient de littérature, mais aussi de religion. Et d'ailleurs, la foi peu à peu retrouvée par Liane de Pougy la conduira à la fin de son existence à devenir tertiaire de Saint-Dominique. Alors, c'est un parcours tout à fait spécial. Alors, ce qui légitime aujourd'hui mon propos, c'est évidemment que Reynac, après la découverte de l'œuvre de René Vivien,
a rassemblé un ensemble de documents qu'il a légués par testament à la BNF et donc que je suis allé naturellement consulter. Alors au commencement, il interroge bien sûr ses amis Liane de Pougy et Nathalie Barnet, qui d'ailleurs lui prêtent ou lui donnent, selon le cas, toutes les deux des lettres de Vivien. Mais rapidement, donc, grâce à elle, il tisse une espèce de réseau, essentiellement dans le milieu saphique, naturellement. Il s'adresse aux personnes qui ont connu intimement Vivien. Jeanne de Bellune, par exemple, qui est une demi-mondaine qui a beaucoup compté à la fin de la vie de René Vivien, que Vivien a rencontré également grâce à Violette Chilito. Il s'adresse aussi à la baronne de Zuelen, à laquelle il adresse ce qu'il appelle des queries, donc des questions qui concernent certains passages allusifs des poèmes qu'il lui demande justement d'éclairer. Alors son travail consiste essentiellement, ou son désir consiste essentiellement à identifier en quelque sorte les personnes qui se trouvent évoquées de façon plus ou moins allusive dans les poèmes saphiques. Il entre également en relation avec Jean-Charles Brun, qui est un agrégé de lettres qui a appris le grec à René Vivien et qui surtout l'a initié à une versification française qu'elle a appliquée de façon très rigoureuse, sinon rigoriste, versification qu'elle maîtrisait évidemment mal. Et donc, il s'adresse à Jean-Charles Brun, et en réponse, Brun, ou Charles Brun plutôt, puisque c'est un nom double, lui adresse une sorte de notice sur René Vivien. Donc, ainsi se constitue une espèce de corpus, si on veut, de témoignages divers, composé de lettres, de poèmes inédits qu'il copie, ou dont il garde les originaux lorsqu'on les lui donne. Et puis, à ça s'ajoutent des coupures de journaux, et puis aussi des feuilles volantes qui sont assez souvent datées, où il consigne donc de loin en loin ce que tel jour il a pu apprendre ponctuellement sur René Vivien. Et puis enfin, en marge des livres de sa poétesse, qu'il a également légués à la BNF, il consigne de la même manière des remarques qui élucident certains points un petit peu obscurs, lorsque certains vers sont un peu trop allusifs. Donc, sa passion pour l'œuvre de Vivien est tellement forte qu'il finit même par dresser la liste de l'ensemble des incipites de l'œuvre. Enfin bon, il y a une espèce de passion qui a certains côtés peut-être un peu extravagants. Alors, à l'exception de Nathalie Barnet et de Liane de Pougy, on voit, les noms que j'ai cités sont des noms de personnalités dans le dossier qui n'ont guère laissé de traces dans nos mémoires, il faut bien le dire. Quoique Hélène de Zuelen fut poète, elle a même composé des textes en collaboration avec René Vivien, c'est une histoire assez compliquée, mais un écrivain célèbre apparaît néanmoins, de manière d'ailleurs assez fugitive, et c'est Colette, donc. Reynac, qui apprécie beaucoup son œuvre, semble l'avoir assez peu connue, puisqu'elle signe cérémonieusement Colette de Jouvenel, le mot qui accompagne 2 billets assez brefs qu'elle a reçus de René Vivien. Mais ce qui frappe à parcourir ce fond de la BNF, c'est que Reynac est finalement devenu familier d'un milieu, j'allais dire presque d'une espèce de famille, dont il évoque les personnages féminins par leur prénom. On voit apparaître Liane, Nathalie ou Alice, la sœur de Nathalie. Et puis surtout, il ne désigne pas sa poétesse par son pseudonyme, son nom de plume, mais il l'appelle simplement Pauline, ainsi que le font toutes les personnes qui l'ont connue. Et naturellement, quand on regarde ce dossier de la BNF, ce simple prénom produit dans le dossier une espèce d'effet de présence un peu hallucinatoire, si vous voulez, comme si Pauline, donc, à force de lui être devenue toujours plus proche, était devant lui une sorte de figure vivante. Et Liane de Pougy, d'ailleurs, pourra, non sans raison, dire qu'il est tombé amoureux d'un fantôme. Je crois que l'expression est assez pertinente. Alors, quant à la manière dont il conduit son enquête, je me contenterai, si vous voulez, d'un exemple. C'est celui que nous propose la lettre qu'on découvre parmi les premiers documents qui ne sont pas classés, je le précise, qui sont dans un désordre savant. Les premiers documents du fond de la BNF. Donc, c'est une lettre qui est adressée à Mathilde de Morny, qu'on appelle le Missy, personnage assez fantasque, qui revêtait donc des costumes masculins, qui fumait le cigare, qui se faisait appeler Oncle Max et qui a beaucoup
connu René Vivien. Alors elle est peintre et sculpteur, et elle a également soutenu financièrement Colette, qui a eu une liaison avec elle lorsqu'elle s'est séparée de Willy, mais également elle a soutenu Liane de Pougy. Et c'est d'ailleurs grâce à Liane qu'il obtient l'adresse de Missy. Alors, le message qu'il lui fait parvenir, et qu'il a racheté par la suite, puisqu'il a été mis en vente et qu'il l'a racheté pour le mettre dans ses documents, le message qu'il lui fait parvenir est en quelque sorte le modèle, sans doute, de ceux qu'il a pu adresser ensuite à d'autres destinataires. Et donc, la lettre commence par un aveu. « J'ai une profonde admiration, dit-il, pour Pauline Tarn, que je considère comme une fille de génie, et le plus grand poète du XXe siècle. » Bon, formule est sans détour. Alors ensuite, il précise donc qu'il n'agit pas en collectionneur, mais qu'il se fait, je dis toujours, un devoir de recueillir le plus possible de renseignements précis, il souligne précis, auprès de celles qui ont eu l'honneur de la connaître. Et il précise qu'il travaille pour les historiens et biographes futurs. Alors dans cette lettre, donc, il lui demande soit d'écrire ses souvenirs, soit de le recevoir. Et elle l'accueille en effet le 23 février 1918. Alors quant aux souvenirs justement qu'elle n'a pas rédigés, Reynac ne désarme pas, et le 29 juin 1924, il écrit à Liane de Pougy, qui, à sa demande ou à sa suggestion, tient une sorte de journal qui deviendra Mes Cahiers Bleus, et il lui dit ceci: « Si Missy est chez vous, faites-lui mes compliments et priez-la de vous raconter en détail des souvenirs sur Pauline, que vous coucherez dans les Cahiers Bleus. Il faut que les cahiers aussi deviennent, en 2000, une source pour les savants à lunettes qui écriront sur Pauline, comme Lançon a récemment écrit sur Lamartine, avec ce souci du détail et du fait précis que les ignorants qualifient de pédantisme. » Alors la référence à Lançon montre bien le type de renseignement qu'il cherche à obtenir. Néanmoins, Missy ne racontera rien, puisque rien n'est consigné dans les cahiers bleus de Liane de Pougy. Alors ces cahiers, en fait, paraîtront dès 1977, mais je crois que vous y faisiez allusion ce matin, la référence à l'an 2000 renvoie en fait à la décision que lui-même a prise justement de ne pas autoriser avant cette date la consultation de ces documents légués à la BNF. Alors, ce long délai a peut-être ou sans doute été une erreur, parce que les manuscrits qu'il avait recopiés ont été parfois retrouvés et publiés avant l'an 2000. Je pense en particulier aux lettres que René Vivien a adressées à Kerimé Türkan-Pacha, qui était l'épouse d'un diplomate turc. Alors, Kerimé Türkan-Pacha a d'abord été une admiratrice de l'œuvre de Vivien, et puis, c'est une histoire compliquée, c'est devenu une des grandes passions de sa vie. Donc ces lettres ont été publiées en 1998, donc un peu avant l'an 2000. Et puis surtout, le seul biographe de René Vivien, Jean-Paul Goujon, aurait sans doute tiré profit de ce fonds de la BNF pour la biographie qu'il a fait paraître en 1986. Alors il évoque ce fonds, mais naturellement sans dire ce qu'il contient, puisqu'il n'y a pas eu accès. Mais cette décision donc de garder les papiers secrets jusqu'en l'an 2000 visait bien sûr à rassurer les témoins que sollicitait Reynac et qui se confiaient à lui, témoins donc qui pouvaient craindre que des pièces confidentielles fussent portées au jour de façon un peu précipitée. Donc il ne manque pas de rappeler par exemple cette clause à Mathilde de Morny, à Missy, comme probablement à ses autres correspondantes. Mais bon, pour le reste, évidemment, l'évidence naturellement s'impose que ce délai de 70 ans à peu près de confidentialité atteste la confiance, sinon la certitude, que Salomon Reynac pouvait avoir quant au destin posthume, évidemment, de celle qu'il appelle ici de manière un peu curieuse, mais nous verrons que la formule reviendra, une fille de génie. Bon. Donc cette manière d'enthousiasme éperdue pour Vivien ne manque pas naturellement de surprendre un peu aussitôt, mais visiblement c'est la facture très traditionnelle de ces vers qui séduit cet homme dont le goût reste très classique. L'œuvre de Racine, par exemple, porte pour lui la marque, je le cite, d'une incomparable et continuelle perfection, en quoi il a probablement raison, mais
avant que Liane de Pougy et son mari ne lui fassent connaître l'avant-garde littéraire de son époque. Il se montre plus que sévère pour Max Jacob et Cocteau, qu'il a probablement croisé ensuite chez Liane ou plutôt chez Nathalie Barnet. Il se montre aussi sévère pour Sandrard, puisqu'il les considère tous les trois comme des bolcheviks littéraires, hein, c'est l'expression qu'il emploie. Et expression encore plus sévère, comme de simples fumistes, avant de reconnaître en 1920, alors la phrase est un peu étrange, il reconnaît que cette littérature d'avant-garde répond à un besoin qui existe donc même chez les lettrés, il souligne même chez les lettrés, et donc cette littérature d'avant-garde réagit contre une certaine forme de classicisme uniforme et incolore qui, s'il doit régner, ne le doit point sans concurrence ni conteste. Alors ce classicisme uniforme et incolore, c'est une formule un peu énigmatique, n'est-ce pas ? D'abord, ça nous montre évidemment un Reynac assez peu familier de la production poétique de son temps, puisque elle ne se laisse pas réduire, il suffit de songer par exemple à Apollinaire, elle ne se laisse pas réduire à une opposition trop brutale comme ça entre l'avant-garde d'un côté et puis un classicisme même uniforme et incolore, dont on ne voit guère à qui il renvoie vraiment. Bon, on peut faire des hypothèses, Peggy, Anna de Noailles, je ne sais pas. Songe-t-il à Valérie, ça me semble peu probable, parce que lorsque Nathalie Barnet lui montre les poèmes qu'elle écrit elle-même en 1923, et qu'il y voit, non sans raison à cette époque d'ailleurs, une influence de Valérie, il affirme que la prose comme les vers de l'auteur de La Jeune Parc sont, je cite, prétentieuses et vides. Bon. Donc le jugement ici est encore sans appel. Alors, bon, ce classicisme qui doit régner est bien celui de René Vivien, mais en même temps, il ne le juge pas de manière aussi péjorative, et c'est la raison pour laquelle uniforme aussi bien qu'incolore restent des qualificatifs un peu étranges. Mais dès lors que sa poésie est largement saphique, une question bien sûr survient immédiatement, se trouve immédiatement soulevée. Est-ce que cette thématique a exercé sur lui, sinon une fascination, en tout cas un intérêt assez puissant pour fonder son admiration pour René Vivien? Alors, la question est assez compliquée, mais je dirais plutôt que non, puisque au commencement, en 1914, il ignore visiblement tout du saphisme parisien, et en 1920, il dira à Liane de Pougy que c'est grâce à elle, justement, que, je le cite, il a tout appris sur ce monde de femmes élégantes, sans profession précise, soucieuses avant tout de leur plaisir et sachant en donner à d'autres. Et cet intérêt, donc, restera, pour le saphisme, c'est un intérêt qui restera, si l'on veut, plutôt, me semble-t-il, culturel. Reynac, d'ailleurs, se garde de toute indiscrétion, et quoiqu'il se montre visiblement assez séduit par la personnalité de Liane ou bien de Nathalie Barnet, le portrait de lui qu'on découvre dans Mes cahiers bleus est celui d'un savant assez prude et sage, et qui, selon Liane de Pougy, ne connaît que le nu des statues. Bon, je vous livre la formule sans commentaire. Alors, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que Liane s'interdit d'ailleurs, justement pour ne pas le chagriner, s'interdit de trop évoquer la vie privée de Pauline, qui, à ses yeux, je veux dire aux yeux de Liane de Pougy, était, je cite, laide, basse et ne correspondait pas à la beauté de ses vers. Car elle sait justement que Reynac se montre également sévère pour les liaisons de René Vivien, tout particulièrement celles qu'elle a pu entretenir à la fin de sa vie, quand en même temps elle sombrait dans l'alcool et quand elle s'est mise à fréquenter justement des demi-mondaines comme Jeanne de Béthune que j'évoquais à l'instant. Et il écrit donc à Liane le 19 janvier 1920 « Mon culte pour elle n'est pas une idolâtrie. Je la juge sévèrement quand je songe à sa santé ruinée, à sa vie gâchée. Quittée par Flossie, donc Nathalie Barnet, elle devait rester veuve, il souligne veuve, ou se marier. Ces années à passantes sont lamentables. Mais s'il comprend parfaitement que Liane de Pougy, qui d'ailleurs n'a jamais entretenu de relation très amicale avec René Vivien, se montre réservée à l'idée d'évoquer ses souvenirs,
Il n'en oublie pas pour autant sa mission et il lui confie donc dans cette même lettre: écrivez donc sur elle aussi quelques pages que je ne lirai pas. Donc il y a toujours ce souci de laisser derrière lui ou derrière eux, si on inclut ces dames, une documentation qui permette ensuite d'éclairer l'œuvre. Donc, il n'est pas indifférent de noter que lorsque le 15 juin 1925, donc dans la revue critique d'histoire et littérature qu'on a déjà évoquée, il rend compte du livre qu'un Américain, David Robinson, vient de consacrer à Sappho et son influence, il ironise sur la naïveté qu'atteste l'insistance de l'auteur à, je cite, répéter que Sappho was a pure and good woman, qu'elle n'a pas été a bad woman, car avec des vices aussi vilains qu'on l'a cru, elle n'aurait pas fait de si beaux vers. Et il ajoute donc, à propos de René Vivien, parce que justement il ne peut pas s'empêcher de l'évoquer, quoique Robinson lui-même se contente de citer de seconde main un vers ou un vers et demi, donc il ajoute que Robinson ne se doute pas que l'œuvre entière de cette fille de génie, encore une fois la même expression, proteste contre la prud'homie de sa thèse. Or, précisément, la thèse de Reynac est que Pauline est uniquement présente dans ses poèmes, et dans la lettre à Mathilde de Morny que j'ai citée, il l'informe clairement qu'il n'entend faire, je cite, aucune incursion dans les domaines du sentiment, où les vers de Pauline nous initient mieux que toutes les confidences. Donc, s'il recueille des informations biographiques, c'est donc d'abord pour mieux éclairer l'œuvre qu'il cherche à faire valoir en constituant donc le dossier de la BNF, mais il se livre aussi à une espèce de prosélytisme. Se souvenant que la baronne de Brimont avait récité devant lui donc des vers de Pauline, Reynac, lorsque l'occasion s'en présente, ne manque pas de l'imiter, mais seulement, dit-il, devant des femmes, parce que les hommes, sauf lui-même naturellement, les hommes ne sauraient, selon lui, être sensibles à une telle poésie. Alors le même désir de faire connaître l'œuvre le conduit également le 14 novembre 1925 à faire une conférence qui est annoncée par l'Intransigeant pour la 18e veillée de Paris qui se tient boulevard Raspail, au cours de laquelle donc il lit quelques poèmes, cette fois fatalement devant des hommes autant que devant des femmes. Pour le reste, si dans la lettre adressée à Mathilde de Morny, il avait dit son intention de ne rien écrire sur Pauline, il n'a pas entièrement tenu parole parce que dans le petit milieu littéraire parisien, il s'est acquis finalement peu à peu la réputation d'une espèce de spécialiste en quelque sorte, et on le voit par exemple signé dans le journal Comédia le 5 mai 1923 une notice sur René Vivien à l'occasion de la matinée de la Comédie Française au cours de laquelle Madame Second-Weber lit des poèmes de sa poétesse favorite. Mais ce qui me retiendra surtout, c'est le compte-rendu que donne Reynac le 15 septembre 1918 de l'essai biographique intitulé René Vivien qu'André Germain vient de faire paraître un an plus tôt. Alors André Germain est donc le fils du fondateur du Crédit Lyonnais, c'est le gendre éphémère d'Alphonse Daudet. C'est un écrivain, c'est le commanditaire de la revue Les Écrits Nouveaux, qui est une revue littéraire importante de l'après-guerre, commanditaire ensuite de la revue européenne qu'il co-dirige, mais c'est aussi une figure assez importante du tout Paris littéraire. Il est ami, lui aussi, de Nathalie Barnet et de Liane de Pougy, et ce qui est assez curieux, c'est que donc il ne manque pas de les interroger, exactement comme Reynac, sur René Vivien, mais il conduit en même temps une enquête plus large. Et dans les documents réunis par Reynac à la BNF, figure par exemple une lettre que Germain adresse lui aussi, c'est assez amusant, à Mathilde de Morny, qui a été vendue donc aussi par Mathilde de Morny et rachetée par Reynac. Et dans cette lettre, donc, André Germain dit à Missy qu'il souhaite obtenir des renseignements sur celle qu'il appelle un admirable poète. Mais la position de Germain prend en quelque sorte le contre-pied de celle de Reynac, puisque l'un ne veut rien montrer de ses documents, et par ailleurs ne veut rien écrire, ou à peu près, alors que l'autre, André Germain, voudrait à l'inverse faire connaître des inédits, nous allons le voir, et par ailleurs il lui consacre un livre. Alors le compte-rendu de Reynac paraît de nouveau dans la revue critique que je viens d'évoquer,
Alors, c'est une revue qui propose des recensions d'ouvrages divers, mais en général très savants, où la littérature contemporaine n'a guère de place. Et donc, René Vivien fait un peu ici figure d'exception. Alors, plutôt que de proposer son article à une publication plus littéraire comme le Mercure de France, par exemple, puisque la NRF ne paraît pas pendant la guerre, pourquoi donne-t-il son article à la Revue Critique? Peut-être par commodité, parce que c'est un collaborateur régulier, peut-être aussi parce qu'il veut faire connaître René Vivien à un public de savants plutôt qu'à un public littéraire plus large comme celui du Mercure. Bon, je ne sais pas. En tout cas, la première phrase du compte-rendu est assez rude, puisqu'il écrit « Esquissant la biographie d'une fille de génie », toujours la même expression, morte en 1909 à 31 ans après une vie douloureusement tourmentée, l'auteur avait pour premier devoir d'être discret. Il l'a été au risque de rester obscur. Alors, faut-il comprendre que s'il est obscur, c'est faute de ces informations précises que Reynac lui-même ou lui seul détient? On peut peut-être le supposer, mais ce qui frappe surtout, c'est de nouveau, pour reprendre son expression, l'absence d'idolâtrie à l'égard de René Vivien, puisqu'il évoque, je le cite, la psychologie de cette névrosée flottant entre le paganisme et le christianisme, entre Sappho et Sainte Thérèse d'Avila. Et il ajoute, il y a en elle une janséniste à qui la grâce a manqué. Alors, janséniste ne manque pas évidemment de surprendre un peu, mais ce n'est pas ici le lieu d'évoquer la religion de René Vivien, c'est une affaire très compliquée, bien qu'il y ait certainement dans la rêverie de Pauline sur la Grèce de Lesbos, où elle a d'ailleurs séjourné à plusieurs reprises, puisqu'elle a loué une maison à Mytilène, il y a certainement chez elle quelque chose de païen, et elle a pu écrire dans un recueil de 1906, à l'heure des mains jointes, « Si le Seigneur penchait son front sur mon trépas, je lui dirais, ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta triste loi ne fut jamais la mienne, et je vécus ainsi qu'une simple païenne. » Alors ce paganisme était, si l'on veut, culturel, si je puis dire, plus que spirituel, et Reynac a raison de parler à ce sujet d'illusion toute littéraire. Et si elle se fit catholique à l'instant de sa mort, sans doute était-ce plutôt parce qu'elle s'irritait du protestantisme de son enfance, que son prétendu paganisme n'avait pas effacé. Alors pour le reste, c'est sans surprise qu'on découvre sous la plume de Reynac l'évocation du sentiment, je cite, du sentiment incomparable des ressources et des harmonies de notre langue, dont témoigne à ses yeux l'œuvre de René Vivien. Alors mon propos n'est pas évidemment d'analyser cette œuvre où on trouve quelques beaux vers, en effet, ici ou là, mais en même temps, bon, pour dire les choses un peu rapidement, il me semble que l'héritage un peu mêlé qu'on peut trouver chez elle de Swinburne, Baudelaire, Verlaine, tout cela fait d'elle une sorte d'épigone sans véritable singularité. Et quant à l'harmonie dont parle Reynac, je suis pour ma part frappé parfois tout de même des faiblesses prosodiques de Vivien, surtout lorsqu'elle recourt même assez rarement au maître impair, dont elle use avec une certaine maladresse qui rend son vers un peu claudiquant. Donc il est difficile, me semble-t-il, de parler comme il le fait d'une originalité si savoureuse, une maîtrise si accomplie de la forme, qu'on s'explique peu le silence fait autour de ces volumes pleins de chefs-d'œuvre. Je crois que le ton est un peu dithyrambique. Alors il prend la peine, évidemment, là encore, de rappeler les titres précis des recueils, Études et préludes, Cendres et poussières, etc. Alors cependant, pour mieux mettre en relief la beauté de ses vers, il consent que son roman « Une femme m'a paru », qui évoque la relation de Vivien avec Nathalie, il consent que ce livre ne s'établit pas à la même hauteur que les poèmes en vers. Il consent de la même façon que ses traductions de Sappho ou de poétesses grecques, qu'il peut évidemment apprécier en tant qu'helléniste de tout premier plan, il consent donc que ces traductions n'ajoutent que peu à sa gloire, mais il insiste sur cette gloire et il dit « Je me sers de ce mot à bon escient, Pauline Tarn restera ou deviendra, enfin c'est plutôt deviendrait
que resterait, parce qu'elle n'a jamais été vraiment un des grands noms. Je me sers donc de ce mot à bon escient. Pauline Tarn restera ou deviendra un des grands noms de notre littérature. Après quoi, donc, il propose l'intégralité d'un poème de À l'heure des mains jointes, hein, par les soirs futurs. Donc on peut supposer que c'est un de ses poèmes préférés. Alors comme le temps avance sans doute, oui, je regarde, je m'arrête dans une seconde. Je lis simplement le premier quatrain. Non, par les soirs futurs de roses et de flammes, mystérieuses ainsi que les temples hindous, nul ne saura mon nom et nul d'entre vous ne redira mes vers, ô belle jeune femme. Alors, quant à Germain, donc, Reinach continue de multiplier les réserves. Il lui reproche, par exemple, de n'avoir pas consulté le livre consacré en 1911 à René Vivien par Jean-Charles Brun. Mais surtout, plutôt que de faire valoir ses beautés de premier ordre, il lui reproche de s'être trop attardé à la psychologie de l'auteur, ce qui lui permet, à contrario, d'évoquer un article qui lui semble bien meilleur, de l'évolution d'une poésie et d'un mysticisme, article paru dans les Écrits nouveaux du 1er avril 1918, et simplement signé Milly, c'est-à-dire René de Brimont. Alors, je vais couper un peu pour ne pas dépasser. J'évoquerai simplement une sorte de rivalité, pour résumer, entre André Germain et Salomon, puisque André Germain fait savoir que par l'intermédiaire des frères Tarot, il a découvert 2 cahiers et il suggère à Salomon Reinach de les acheter. Et donc Salomon les achète. Alors ces cahiers devraient se trouver à la Bibliothèque nationale avec 2 autres qui sont un journal de jeunesse. Ils ne s'y trouvent pas. Hervé Duchesne me disait qu'ils sont sans doute dans des collections privées. Bon. Donc le mystère de ce point de vue-là reste entier. Simplement, ce que je voudrais dire et ce que je dirais pour conclure, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, donc Salomon cherche des renseignements sur René Vivien, et dans une lettre en particulier, une lettre de 1927, une lettre inédite à Nathalie Varney, il dit à propos de lui-même: le scoliaste ne sera satisfait que lorsqu'il aura compris tout dans Pauline. Vous voyez que mon amour dure encore parce qu'il est mieux que platonique outre-tombe. Et donc, si l'austère savant met dans cet aveu un soupçon d'autodérision, je crois qu'il convient de lui en savoir gré. Je vous remercie.